Donc, j'ai beaucoup aimé lire ces livres. Je trouve qu'elle a une vision justement d'une grande intelligence d'ouverture. Ce chemin de la maladie, de la souffrance l'a amenée à elle-même s'intéresser aux soins, aux thérapeutiques, à la naturopathie qu'elle a apprise. Entre-temps, elle est devenue naturopathe et elle est en train d'acquérir aussi l'homéopathie. Alors, c'est un grand chemin qu'elle va nous raconter et je vais lui passer la parole parce qu'elle a beaucoup de choses à nous dire. Merci, Julie. Merci beaucoup, Nathalie. Merci pour cette introduction. Bonjour à tout le monde, merci d'être là effectivement ce matin et puis toute la journée pour cette série de conférences qui, je l'espère, va vous porter et vous apporter. Je voudrais remercier Nathalie pour un peu plus loin. Ouais. Nathalie pour également deux mots qu'elle a prononcés qui me semblent intéressants et que je reprends moi-même en tant justement que pilote de ligne. C'est ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et ce qui se passe à l'extérieur. Dans un cockpit, quand on est en situation d'urgence ou de détresse, ce sont deux choses un petit peu différentes qui peuvent avoir des conséquences extrêmement graves. On s'occupe de notre environnement interne et externe. Et il faut aller chercher des informations à l'intérieur et à l'extérieur pour sortir de cette situation qui peut nous amener en 3 minutes 50 secondes au crash complet. Et dans ce crash, naturellement, le commandant de bord et son équipage vont y passer. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, bien qu'on puisse faire bien évidemment des erreurs. On le sait très bien dans les formations en facteurs humains que nous faisons dans les compagnies aériennes. Donc cet environnement interne et externe, c'est celui que nous prenons au premier degré en compte dans notre travail de pilote. Et je pense que dans le cadre de ce que l'on appelle la maladie de Lyme ou le syndrome infectiométrie systémique, il faut que nous prenions en compte et l'intérieur et l'extérieur. Ça, c'était très très bien présenté par Nathalie à l'instant. Et puis, elle parlait de tour de piste. Alors, pour un pilote, quand on parle de tour de piste, on est en plein dedans. Tour de piste, c'est le petit tour que nous faisons en décollant sur une piste. On va décoller, on va faire un tour qui ressemble à une sorte de rectangle. Si on lui à plat, et on revient se poser. C'est ce qu'on appelle un tour de piste. Et nous faisons donc notre tour de piste. Merci de venir le faire avec moi, nous faisons tous ensemble et c'est important d'avoir une cohésion et de travailler ensemble sur les projets. Je pense que nous manquons un petit peu aussi dans notre société très individualiste de ce partage qui est très très important. Il faut absolument travailler en équipe, pour ne pas dire en équipage. Alors revenons à la maladie de Lyme. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit réglage du micro? Comme ça, il n'y a plus de vibration. Oui. C'est vous qui avez la console? Vous avez allumé ça? Non. Hein? Non, c'est le technicien de... Oui, mais c'est vous qui a l'appareil? Je ne sais pas où est l'appareil. Ça vous embête pas, je vous fais juste... C'est une question d'orientation. Si ça résonne trop, je peux mettre le micro plus loin aussi. C'est une question de... Je ne sais pas si vous m'entendez après au fond ou pas. Oui, je crois que c'est vraiment une question de distance, d'orientation même du micro. Ouais, ou même comme ça, si vous le mettez plus sur comme ça, elle n'aurait pas à s'inquiéter. Peut-être que ça peut aller. Peut-être. Parce que vous m'entendez au fond comme ça, c'est bien? Oui, c'est mieux. Bien. Allez, c'est super. C'est comme nous allons vous faire des réglages. On n'en sort pas. Voilà. Donc, je vais vous présenter ma vision des choses en ce qui concerne la maladie de Lyme, mais qui n'est pas que seulement ma vision des choses. Disons que mon expérience est basée sur mon vécu en tant que malade de Lyme, mais bien plus que ça, en tant que malade de notre civilisation, je crois surtout, et malade environnementale. La maladie de Lyme, pour moi, est une pathologie environnementale qui décline 4 facteurs importants. La charge toxique globale élevée, et on va voir laquelle. La charge infectieuse globale élevée également de notre organisme. Un terrain qui est déplémenté, c'est-à-dire dénutri, muni finalement de tout ce qui va lui permettre de vivre. Et un intestin dysbiotique, c'est-à-dire un intestin dans lequel les mauvais microbes ont pris le pas sur les bons microbes, ce qu'on appelle la dysbiose intestinale. Oui, comme ça, merci. Alors un petit rappel, je ne vais pas entrer dans les généralités que tout le monde connaît et qui sont exposées tant par nos spécialistes, notamment experts en borreliose de Lyme, comme les experts du Centre national de référence de borreliose de Lyme en France à Strasbourg, et ce qui est encore raconté indéfiniment dans tous les magazines. Aujourd'hui, on entend parler tous les jours de la maladie de Lyme.
Bon, je vais passer ces détails-là, si vous voulez, qui sont à mon avis connus, je crois, mais on pourra toujours y revenir par des questions, mais plutôt aller sur des choses plus rapidement, des choses qui concernent notre environnement. Un petit rappel néanmoins, la borreliose de Lyme, qu'on appelle aussi la maladie de Lyme, a été découverte en 1982 par Willy Burgdorfer aux États-Unis, dans le comté de Lyme, et il a mis en évidence qu'il y avait des borréliés, c'est-à-dire des bactéries spiralées, comme vous le voyez sur la partie gauche de l'écran, qui vont pénétrer dans le corps, après morsure de tique principalement, mais on va aller plus largement sur d'autres raisons, d'autres modes d'infestation. Et ces borrélies vont avoir des formes extracellulaires, rapidement elles vont migrer vers des tissus plus profonds et devenir intracellulaires. Elles développent également des formes kystiques et des formes à biofilms qui sont des formes de protection qui leur permettent de rester très très longtemps dans l'organisme et notamment dans les biofilms sous forme de persisteurs, comme le dit le docteur Kim Lewis à Boston. Ces 4 formes doivent être traitées, bien évidemment, de même que les co-infections qui accompagnent toujours la borreliose de Lyme majoritairement. Ces co-infections, ça peut être des bactéries, ça peut être des virus, ça peut être des parasites, ça peut être des champignons, c'est-à-dire levures, moisissures. Les vecteurs principaux de la maladie de Lyme, qui comprend donc la borreliose et les co-infections, sont les tiques, mais également d'autres insectes piqueurs mordeurs, comme des moustiques, des tans, des aoutas, des araignées. Mon fils est un spécialiste de la piqûre d'araignée, avec 2 jours plus tard un magnifique érythème migrant, ce qui prouve que son âne n'est pas passé, mais voilà, il va bien. Et on peut vivre effectivement avec Lyme, on va voir un petit peu progressivement pourquoi. On a une contamination maternelle-fétale également qui a été démontrée, et on va voir que finalement c'est tout à fait logique que la mère transmette à l'enfant ces borrélies, comme elle va transmettre d'autres microbes. Transmission sexuelle, ce qui a été démontré également à minima par une étude qui a été publiée en janvier 2014, mais il y en a d'autres également, notamment qu'on peut retrouver dans le livre du docteur Richard Horowitz. Par transfusion sanguine, c'est assez probable, mais bon, voilà, on préfère ne pas en parler parce que ça pourrait terroriser la population, comme le dit le professeur Perron. Donc on n'en parle pas. On sait en revanche que la babesia est transmise par transfusion sanguine. Les symptômes, alors on décrit généralement la maladie de Lyme en évolution sur 3 stades. Stade 1 qui est le stade aigu, après morsure de tique, morsure piqûre de tique. Le stade 2 qui est un stade plus diffus et le stade 3 qui est celui de la chronicité. Dans le stade 1, on a en général des symptômes grippaux et puis parfois un érythème migrant, c'est-à-dire soit une plaque rouge, soit un cercle rouge qui va se développer de manière excentrique à partir du point de piqûre de la tique. Cet érythème migrant paraît dans 30 à 70% des cas, donc déjà là on voit qu'on a une première incertitude. 30 à 70, c'est un éventail extrêmement large qui pour moi ne signifie rien dans l'aéronautique. Ou bien ça a lieu, ou bien ça n'a pas lieu. C'est beaucoup plus basique, il faut des choses beaucoup plus précises. Cet érythème migrant peut passer totalement inaperçu. Beaucoup de médecins ne savent pas que quand il y a un érythème migrant qui est le signe pathognomonique de la maladie de Lyme, il faudrait donner un traitement antibiotique. Mais il y a souvent des médecins qui disent oh, écoutez, sur rien, c'est pas, mettez la cortisone, ça va passer. Et même si on ne fait rien, ça passe tout seul, en quelques mois, c'est fini. Et ça peut réapparaître des années et des années plus tard. Le stade 2 est plus diffus, on peut avoir de nouveau ces symptômes grippaux, des frissons, des douleurs articulaires, musculaires. C'est assez vaste, assez flou. On peut avoir un lymphocytome cutané bénin. On peut avoir au stade 1, j'y reviens quand même aussi, une paralysie faciale. Ça c'est quand même assez marqué. Donc c'est vraiment les stades aigus et qui sont un peu caractéristiques. Et puis quand on arrive au stade 3 de la chronicité de la maladie, alors là on va entrer dans différents troubles qui sont inflammatoires, musculaires, rhumatismaux, cutanés et ou neurologiques divers. Et là le champ d'action est absolument vaste, très très vaste. Concernant les tests diagnostiques, alors là on a effectivement toujours ce problème de tests diagnostiques, comment détecter cette maladie de Lyme, cette borréliose de Lyme. La conférence de consensus de 2006, qu'elle soit américaine ou française et ou européenne, indique qu'on va faire un test sérologique, c'est-à-dire un test sanguin en 2 temps. D'abord un test ELISA, qui est assez peu fiable, parce qu'on n'a pas suffisamment de souches qui sont testées. Parce bon. Et puis, si le test ELISA est positif,
on a le droit de faire un test Western blot, qui est un test plus précis, surtout quand c'est un test, comme on le fait en Allemagne par exemple. Maintenant ça commence à arriver aussi en France, et on a donc des possibilités d'avoir des tests plus précis là-dessus. Néanmoins, l'ensemble des deux fait qu'on a une fiabilité de l'ordre de 50%, ce qui est très fiable, donc c'est pile ou face finalement, c'est la loterie. Si je suis dans le bon lot, je serai peut-être positif, si je ne suis pas dans le bon lot, je serai peut-être négatif. J'irai plus loin que cela tout à l'heure, on peut être extrêmement positif et n'avoir aucun symptôme de la borréliose de Lyme, ce qui est important aussi à noter et qui va décliner un petit peu la direction vers laquelle je vais aller dans le développement de ma conférence. Pourquoi ces tests sont-ils peu fiables? Parce qu'on a des variétés de souches qui sont testées qui sont insuffisantes, on a d'autres souches qui sont pathogènes et qui ne sont pas testées dans les tests, donc on n'aura pas de réponse bien évidemment. En plus ces tests-là sont basés sur une réponse du système immunitaire, mais quand il n'y a plus de système immunitaire pour différentes raisons, il n'y a pas de réponse. Alors, donc c'est quand même assez délicat de baser un traitement, une croyance aussi de la part du médecin, est-ce qu'il va vous croire ou pas en fonction d'un seul test. Si le test est fait trop tôt après une piqûre de tique, on n'a pas encore de réponse du système immunitaire. Enfin, il y a toutes sortes de paramètres qui entrent en jeu pour qu'on puisse avoir une réponse possiblement positive et qui indiquerait qu'on va vous croire, entre guillemets. On a d'autres tests qui existent également, les tests de transformation lymphocytaire, LTT. On a les PCR, Polymerase Chain Reaction, qui sont faits couramment chez les vétérinaires. C'est intéressant d'aller chez un vétérinaire aussi pour se faire détecter. Je l'ai fait, donc c'est ma feuille, c'était marqué Animal Judith, j'ai bien aimé. Et j'ai envoyé d'autres personnes chez le vétérinaire aussi qui se retrouvent toujours avec Animal, Mathilde, Animal, Pierre. Enfin, c'est rigolo. Ça marche bien. Comme les animaux ne peuvent pas parler, je trouve que c'est bien d'aller voir son vétérinaire quand on est malade, à défaut d'autre chose. On a également le microscope par fond noir, Dark Field Microscope. On a la CD57 qui est un indicateur du système immunitaire qui devrait être normalement assez élevé, mais en cas de Lyme, ça s'effondre. On a le RK, Roger Klinger Protocol, qui est basé sur des détections des borrélies et des co-infections aux ultrasons. On a le test par l'UFAGE également, qui est un nouveau test en cours d'évaluation. Je vous en parlerai un petit peu plus tard aussi. Et ce test par l'UFAGE a été mis au point par l'équipe du docteur Feuillère. Il est intéressant parce que les phages, qui sont des virus, vont venir squatter les borrélies et des co-infections aussi d'ailleurs, et vont permettre de donner une réponse qui sera majoritairement positive, même chez les gens qui ne sont pas du tout malades, qui sont totalement asymptomatiques. Donc là encore, on retrouve avec les phages, ce qui était le cas du docteur Feuillère, qui a fait des tests sur des personnes qui ne sont absolument pas malades, et les tests sont très positifs. Donc ça amène à des tests archi-positifs avec un test aussi pointu. Est-ce que la personne, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la personne est archi-positive et qu'elle n'est pas malade? Alors, c'est là qu'on arrive à la notion d'épidémie. Sommes-nous dans une épidémie de maladie de Lyme? En France, il y a 44 000 nouveaux cas en 2017, selon le réseau Sentinelle. Le professeur Luc Montagnier estime que 90% de la population mondiale est porteuse de borrélie. Cette bactérie existe depuis des milliers et dizaines et centaines de milliers d'années. Donc ce n'est pas une nouvelle bactérie qu'on a inventée en 82 juste pour nous embêter. C'est une bactérie qui, comme d'autres bactéries et d'autres microbes, existe depuis toujours et que nous avons dans notre organisme. Ce qui est bien confirmé par les séropositivités, que ce soit par des tests divers, si vous voulez, sanguins, Western blot ou autres, et les tests par les phages par exemple. Viviane Scheller, dont vous avez tous entendu parler, parle souvent dans ses conférences d'une personne dont elle montrait les résultats il y a une dizaine d'années en Western blot, qui était extrêmement positive, un monsieur qui était chasseur et très exposé, très mordu par les tiques et qui n'est absolument pas malade. Alors, il est très positif en Western blot, en IgM et en IgG. Donc oui, on est probablement tous porteurs, c'est la conclusion à laquelle j'arrive aujourd'hui. Je crois que nous sommes tous porteurs de borrélie comme nous sommes porteurs de tout plein de microbes. Et est-ce que c'est le microbe qui pose un problème ou est-ce que c'est autre chose qui pose un problème? Et pourquoi ce microbe, à ce moment-là, se manifeste-t-il? Et s'il se manifeste, est-ce que c'est lui qui est responsable d'eux? C'est ce que j'appelle dans mon jargon aéronautique la recherche de paille.
On a une panne, mais quelle est l'origine de la panne? Et est-ce que c'est bien ça qu'on a trouvé qui était à l'origine de la panne? Parce qu'il va falloir réparer, sinon l'avion ne vole pas. Par exemple, le Boeing 737, en ce moment. Il faut qu'on cherche les responsabilités et puis les origines de la panne, parce que sinon les avions sont à flot et ne volent pas. De nombreux porteurs sains, des tests positifs mais pas de symptômes, c'est ce que j'expliquais précédemment. Le docteur Dietrich Klinghardt, qui est un grand spécialiste de la maladie de Lyme et des maladies chroniques et de l'autisme, considère qu'avec ces tests, il a déterminé que 100% des enfants autistes étaient malades de Lyme. On découvre aujourd'hui que Lyme est souvent impliqué, ou présent en tout cas, dans des maladies chroniques, dans des maladies auto-immunes, dans des maladies cardiaques, ophtalmiques. Est-ce que c'est Lyme qui est responsable ou est-ce qu'il y a autre chose? J'en ai discuté avec une ophtalmo qui fait de la greffe de cornée à Toulouse, puisque j'habite dans cette région-là, et qui me dit, en fait, quand je regarde dans les yeux, il y a plein de borrélies, mais les gens ne sont pas malades de borréliose de Lyme. Donc, comment se situer dans tout ça? Est-ce qu'il faut parler d'épidémie? Est-ce qu'il faut générer une panique à ce sujet-là? Voilà, on découvre à mon avis la présence de cette bactérie dans de nombreuses maladies. C'est ce que définit d'ailleurs le docteur Henry dans son magnifique livre. Il a fait un travail extraordinaire à ce sujet-là, de mise en évidence qu'on a cette bactérie présente dans d'innombrables pathologies. Mais je crois que les humains sont en majorité porteurs sains depuis toujours et qu'on peut être encore porteur sain si tout va bien. Ce que disait Nathalie, ce n'est pas le microbe qui pose un problème, c'est le terrain. C'était Descamps, voilà, ces opposants à Pasteur qui disaient à l'époque ce n'est pas le microbe qui pose un problème, c'est le terrain. Et ce qu'aurait fini par concéder en effet Pasteur à la fin de sa vie. Épidémie, je reviens sur ce sujet-là, moi je voudrais quand même qu'on ait une réflexion, vous amener à une réflexion sur quelques exemples. L'homme de Cro-Magnon, dans son mode de vie, était forcément exposé aux tiques et aux autres insectes piqueurs morteurs, et il ne mourrait pas d'épidémie, de maladie de Lyme. D'ailleurs, on ne serait pas là à en parler aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure. Le cadavre cible, plus récemment, 5300 ans, on savait qu'il avait une maladie de Lyme, on savait qu'il était intolérant au gluten, on savait qu'il était porteur de métaux lourds et on savait qu'il avait de l'athérosclérose. Nos maladies, bon, certes, il est mort poignardé apparemment de ce que l'on en sait, mais enfin, ça n'avait pas l'air de lui poser de problème particulier. Pourquoi est-ce que ça nous pose un problème aujourd'hui? Je voudrais vous parler du peuple Maasai également, un peuple Maasai qui vit en mangeant de la viande, cuite ou crue, qui mange du lait caillé au sang, qui ne mangent pas de fruits, les fruits c'est trop sucré, c'est juste bon pour les animaux, qui mangent des racines et des feuilles, ils font 60 km par jour à pied, ils vont à la chasse, ils n'ont pas de maladie chronique. Où est Lyme là-dedans? Et puis en tout dernier, Sean Ellis. Sean Ellis, c'est un monsieur qui a vécu une expérience extraordinaire. Il a été pendant 2 ans dans une réserve américaine, où il a d'abord approché les Indiens natifs pendant 6 mois pour apprendre leur mode de vie, leur connaissance de l'environnement et de la nature, avant d'aller vivre pendant 2 ans avec les loups. La langue était tellement bien impliquée et introduite dans la meute de loup qu'il est devenu la nounou des petits de la femelle dominante, l'alpha. Vous imaginez ce que ça peut représenter. Il a vécu hiver comme été avec eux et il a mangé les pires morceaux que la meute voulait bien lui laisser, en viande crue, bien évidemment. Donc un bout de cœur, un bout de foie, ça en général c'était mangé déjà par les animaux, par les loups, il mangeait les restes. Il n'est pas du tout tombé malade, bien sûr il a été dévoré par des insectes, mordu par les loups aussi, bien sûr, parce que quand même ça chamaille un petit peu. Et à la suite de cette expérience, il a monté un centre de réhabilitation des loups en Grande-Bretagne, à Lérine, le village de Lérine, à 500 km au sud-ouest de Exeter, donc en Cornouailles. Je reviens juste d'un stage de formation avec les loups. J'ai vécu pendant 7 jours avec les loups auprès de Sean Ellis la semaine dernière. Donc je suis rentrée samedi soir. Et bon, on a les cours théoriques, on a les cours pratiques. Ce monsieur, sa femme, que vous voyez sur la photo du milieu, avec donc là on a un loup qui est situé au milieu dans la meute à peu près, ce blanc là qu'on voit au milieu, qui est un loup en quelque sorte qui protège un petit peu la meute. Et leurs enfants, donc les enfants de Sean et de sa femme Kim, vivent avec les loups. Ils sont de temps en temps vendus, ils ont été archi-piqués par des tiques et par d'autres insectes, ils ne sont pas du tout malades.
Moi, j'ai été, au bout de 5 jours, échouillée abondamment par des loups, clairement. Voilà. On me fait pare-brise, vidange, dressage. Voilà. Et bon, j'y suis allée vraiment sans aucune crainte et j'ai surtout appris que leur mode de vie était certainement un exemple pour nous. Et je crois qu'il faut quand même retenir cela. Nous devons nous rapprocher de la nature et prendre un exemple sur des modèles qui existent dans le vivant. Est-ce que nous sommes encore vraiment des êtres vraiment vivants dans le sens intégration dans notre environnement? Cette expérience avec Chamonix est absolument remarquable. Je vous invite à la faire si vous en avez l'occasion et si vous n'avez pas peur des loups. Alors, quels sont les facteurs qui influent finalement sur le développement de cette maladie de Lyme, puisque le microbe n'est peut-être pas le problème? Pourquoi ce microbe s'exprime-t-il? Et est-ce que c'est lui qui est responsable de tout le monde? On a dans un premier temps une charge toxique globale élevée. Ça, c'est incontestable aujourd'hui. Nous sommes tous au courant du fait que notre environnement est complètement toxique. Ce que dit le docteur Joël Spirou, qui est le président du CRIGEN. Le CRIGEN, c'est un organisme indépendant dans lequel travaille le professeur Gilles-Éric Serralini, qui est un très grand monsieur, très grand chercheur d'une intégrité extraordinaire et qui a fait un travail remarquable sur la mise en évidence des complications de vie que nous pouvons avoir face au Roundup et face aux OGM. Le docteur Spirou dit les origines des maladies chroniques, au-delà des origines infectieuses, sont recherchées et trouvées dans l'exposition aux produits chimiques et la diminution de la biodiversité. Ces expositions entraînent l'inhibition de la communication cellulaire qui a lieu en temps normal par voie hormonale et un flux électrique. Le professeur Serralini parle de spam. Nous avons des spams dans notre corps, des spams entre nos cellules qui fait que les cellules ne communiquent plus. S'il n'y a plus de communication, la vie s'arrête. C'est aussi simple que ça. Donc, est-ce qu'on a besoin du microbe en plus pour générer nos problèmes de maladies chroniques? C'est une question. L'effet cocktail des polluants, le professeur André Picot, qui est un ami, qui est toxicochimiste, expert toxicochimiste en France et sur l'international avec le professeur Boyd Haley aux États-Unis. J'ai beaucoup discuté avec André Picot et j'aime bien sa formule où il dit un toxique plus un toxique plus un toxique, ça ne fait pas 3 toxiques, ça fait 300 toxiques. Comment voulons-nous vivre en accumulant autant de toxiques dans notre civilisation? Cet effet cocktail des polluants agit sur le système immunitaire, sur les mitochondries, sur l'axe du stress, sur le cycle de Krebs, sur les signalisations qui vont donc être perturbées, conduisant à un affaiblissement du système immunitaire, un système nerveux qui va être touché, on a une mauvaise détoxification, on a un microbiote qui est déséquilibré. Quels sont ces toxiques? On a bien sûr les nanoparticules industrielles. En ce qui concerne les particules fines, on sait qu'on a aujourd'hui en Europe 800 000 morts par an, c'est-à-dire l'équivalent de 2 tsunamis chaque année, uniquement à cause des particules fines d'émission des voitures. On n'en parle pas, la presse n'en parle pas. 2 tsunamis chaque année en Europe. On a, et industriel, il n'y a pas que naturellement les particules fines, il y a toutes les autres, voilà, on ne va pas développer. On a les pesticides, alors je ne vais pas revenir sur le sujet des pesticides et des OGM. Référez-vous au site de Gilles-Éric Serralini, serralini.fr. Vous allez avoir toutes ses publications, tout son travail. Vous avez des vidéos, bien sûr, sur le sujet. On a les additifs alimentaires dont on sait que la première cible est l'intestin avant d'aller se répandre dans le foie, les reins et le cerveau. Ça, ce sont les travaux du professeur Éric Oudot de l'université Toxanime à l'INRA à Toulouse. On a les champs électromagnétiques diverses. Alors, on est en plein sujet des champs électromagnétiques avec les objets hyper connectés, ce qui pose un énorme problème. Je crois que Genève, ils ont pris des mesures pour interdire la 5G pour l'instant, ou en tout cas l'avancement des travaux sur la 5G. Donc c'est déjà bien, parce qu'en France, la 5G commence à arriver, et notamment dans les trains, il y a des essais qui sont faits sans avertir les passagers. Des essais qui sont faits sur les trains français, les TGV, avec la 5G. Donc je connais une personne qui était électro-hypersensible, et dès qu'il monte dans le train, en 1 minute, il a juste envie de se jeter par la fenêtre. Donc il a 3 t-shirts de protection, il a une couverture de protection, il a une casquette de protection et il a un foulard de protection pour pouvoir survivre dans le train quand il prend le TGV.
On a des éléments traces toxiques. Quels sont ces éléments traces toxiques? Eh bien, d'abord, ceux qu'on a dans les amalgames dentaires. Moi, il m'a rien manqué, j'ai eu 20 amalgames dentaires. Ça fait 20 grammes de mercure en bouche. Ces amalgames dentaires qu'on appelle communément des plombages sont constitués d'environ 53% de mercure, ça fait 1 gramme. On a également autour de 32%, 35% d'argent et on a à peu près 12% d'étain et d'autres métaux également toxiques. Ces amalgames dentaires, ces métaux lourds toxiques vont être transmis en contamination maternelle-fétale dans un certain nombre de cas, c'est important, ce qui va être un cofacteur dans l'autisme, mais pas que dans l'autisme, bien évidemment. On a les implants en titane qui posent aussi un problème, et je vous montrerai derrière toute dernière publication du Dr Joachim Mutter, qui est un médecin spécialiste en médecine environnementale, avec lequel je collabore en Allemagne, à Constance, dans la Paris Clinique de Constance, et qui fait un travail absolument remarquable. On a des couronnes dentaires qui contiennent des alliages et des métaux toxiques qui ne sont pas directement en contact parce que recouverts d'une substance blanche dont on va dire oh, c'est magnifique, ça fait blanc, c'est joli, c'est des dents blancs. Et dedans, il y a aussi des métaux lourds, des métaux toxiques et on peut avoir des courants électriques finalement qui vont se générer entre une dent, une couronne qui contient certains métaux et d'autres couronnes qui contiennent d'autres métaux, et bien on va avoir un courant galvanique qui va être mauvais pour la santé également. Donc on a de multiples facteurs à ce niveau-là au niveau dentaire. Dans les vaccins actuels, je dis bien actuels, les vaccins adjuvés à l'aluminium encore en France et encore au mercure aussi aux États-Unis, il a été trouvé dans les travaux du professeur Stefano Montanari et son épouse, le professeur Gatti, des nanoparticules d'innombrables éléments traces toxiques. Ce qu'on appelle les éléments traces toxiques, c'est ce qu'on appelle parfois les métaux lourds. Ça a valu toutes sortes d'ennuis au professeur Montanari, notamment le retrait de son microscope. On trouve également des rétrovirus, 30% de virus et de rétrovirus dans les vaccins, différents pathogènes. Tout ça est démontré dans différentes études qu'on peut retrouver également dans les travaux du professeur Gherardi, Romain Gherardi, que j'ai beaucoup côtoyé il y a 2 ans et qui a fait un travail remarquable sur l'aluminium vaccinal et la myofascie et la macrophage. On retrouve également ces informations dans les travaux du professeur Christopher Exley, qui est un spécialiste de l'aluminium vaccinal et qui commence aussi à avoir des ennuis à l'heure actuellement. Et puis bien sûr, les travaux du docteur Wakefield, vous avez probablement tous vu ou essayé de voir le film Vax qui pose des problèmes et qu'on ne passe pas volontiers en France et certainement dans d'autres pays également. On a également dans la revue Nexus, que je vous ai mise en bas, enfin c'est marqué Nexus dessus sur le slide, la revue du mois de mars-avril 2019 est très édifiante, un dossier de 22 pages sur ce qui se passe avec les vaccins actuels. Je parle bien des vaccins actuels. Je ne discute pas du tout du vaccin en soi et de l'utilité du vaccin, c'est pas le sujet. C'est ce qu'on y trouve actuellement et qui va poser un problème dans les vaccinations. Le rapport parlementaire italien du 7 février 2018 également, dont vous avez probablement entendu parler, qui était le fruit d'une étude de 18 ans sur les militaires italiens qui sont devenus très malades en maladie chronique et où ont généré des décès, démontre que dans les vaccins, on a 92 additifs et polluants divers et qui sont responsables de cette situation chez les militaires. Et ça a fait un tollé parce qu'on a dit mais notre armée italienne est en train de mourir. Donc c'est monté jusqu'au Conseil de l'Europe qui essaye d'étouffer l'affaire. Enfin, l'affaire elle existe quand même. On a des toxiques dans l'eau du robinet, dans les aliments, enfin on en a partout. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc il va falloir diminuer cette charge toxique globale, c'est la toute grande priorité. On est complètement spammé, entre guillemets, pour reprendre les propos de Générique Serralini. On a des spams partout, on est intoxiqué au dernier degré, nos cellules étouffent, nos mitochondries étouffent, ne peuvent plus fonctionner. Et si on reprend les travaux du docteur Laurent Schwartz, spécialiste du cancer en France, qui a écrit 2 livres récemment, il dit bien qu'on a un problème au niveau de la mitochondrie. Cette mitochondrie est complètement saturée et il faut la nettoyer. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour nettoyer les mitochondries, nettoyer nos cellules et enlever l'espace? La première chose à faire, ça va être la nutrition.
Primum non nocere, nous disait le Hippocrate. Ensuite, que ton aliment soit ton médicament. Deuxième postulat. Et troisième, toutes les maladies commencent à l'intestin. Ben, nous y voilà. Et ça reste absolument vrai. Si on garde ces trois postulats, on est en plein dedans. Comment pouvait-il savoir ça il y a si longtemps sans tous les outils que nous avons aujourd'hui? C'est quand même très étonnant. Mais il avait raison. Donc la nutrition, ben, c'est déjà la toute grande solution pour nous débarrasser de cette charge, ou du moins diminuer la charge toxique globale. On va changer notre alimentation, on va manger des choses qui sont détoxifiantes, et notamment beaucoup de légumes, beaucoup de légumes, beaucoup de jus de légumes, beaucoup de choses qui contiennent du soufre, qui vont nous permettre de remettre en route des processus de détoxication. Le sélénium est très important aussi. Il faut qu'on fasse refonctionner notre corps, qu'on refabrique du glutathion, mais en attendant que ça fonctionne, on peut apporter des outils par des compléments alimentaires hautement dosés et de qualité. Attention, dans les compléments alimentaires, on a quand même beaucoup de mauvaises choses. Donc il faut vraiment bien enquêter et choisir des bons fournisseurs, des bons produits. Il faut leur poser des questions et il faut que les réponses correspondent à vos attentes. C'est vraiment un chemin, une enquête qu'il faut faire. On a dans la détoxication des métaux lourds, ce qu'on appelle les métaux lourds ou les éléments traces toxiques. On a le Toxic Metal Detox que j'ai utilisé personnellement avec beaucoup de bons résultats, très bons résultats même. On a le détoxique, on a le méthostop, on a l'éméramides qu'on appelle aussi Herminix, qui a été inventé par le professeur Boyd Haley en 2003, qui n'a pas reçu d'AMM aux États-Unis par la FDA, mais qui est aujourd'hui disponible sur des réseaux un petit peu réservés, on va dire. Et qui est une double bestiole qui vient chercher à minima le plomb, le cadmium et le mercure, le trio des toxiques, comme le dit le professeur André Picot. Ça vient chercher dans le cerveau, ce qui est quand même extraordinaire. Pour la première fois, on peut entrer dans le cerveau et dans la cellule pour détoxiquer plomb, cadmium, mercure avec Herminix. Ça coûte très cher, 262 € les 10 grammes, donc bon, si vous voulez acheter finalement des plantes. Voilà. Je peux juste dire quelque chose. Oui. Je suis sur la piste de cet Herminix. En Suisse, le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire venir sans demander l'autorisation du pharmacien cantonal et demandé par un médecin. Et l'envoi coûte 600 € parce que Herminix, c'est une cure de 14 jours qui coûte 600 € parce qu'Herminix, ils sont obligés de demander une assurance spéciale responsabilité civile professionnelle, vu que ce n'est pas encore homologué. Donc je suis sur cette piste-là, mais c'est hyper difficile de l'obtenir encore actuellement. Voilà, merci pour cette précision, Nathalie. Effectivement, c'est pas facile. Bon, il y a un réseau à travers notre Herminix où on peut s'en procurer un peu plus facilement. Voilà, mais le prix est là quand même, donc on pourra en discuter après. Après, bon, c'est quand même des réseaux un petit peu parallèles, si vous voulez, si c'est compliqué. Joachim Mutter. Ça a été fabriqué par le docteur, inventé par le professeur Boyd Haley aux États-Unis, voilà. Et bon, Joachim Mutter est en contact avec Boyd Haley, bien sûr, comme le professeur Picot. Et on a discuté il y a 2 ans. Et André Picot me disait, j'attends avec impatience Herminix parce que c'est l'outil qui va permettre de venir chercher, mais l'outil qui va venir chercher le plomb, cadmium, mercure, c'est-à-dire le trio des toxiques selon André Picot, dans le cerveau. Et là, on va vraiment pouvoir s'en débarrasser. Mais peut-être qu'on reprendra les questions après, si vous voulez bien, vous la notez et puis on la marque pour tout à l'heure. Allez, on va essayer d'avancer le plus vite possible. On a la chlorella extra pure, bien évidemment, qui doit être poussée sous tube de verre. Sinon, la chlorella, par définition, comme c'est un capteur de métaux lourds, bah, voilà, ça ne sert à rien. Donc, on va prendre de la chlorella poussée sous tube de verre, les différentes marques qui existent. On a également la vitamine C avec l'acide alpha-lipoïque, le glutathion liposomal en particulier, qui sont d'excellents outils, puisque ça va rentrer, effectivement, et j'en ai discuté avec André Picot, il me dit oui, ça c'est carrément génial. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous procurer en complément alimentaire. Hein. Ce sont 3 outils où on a au moins avec l'acide alpha-lipoïque une demi-pinstiole, et donc on va pouvoir entrer dans le cerveau, dans la cellule, dans la mitochondrie, et comme c'est du liposomal, on va pouvoir chélater. On a des chélations chimiques, bien sûr, DLPS, DMSA, EDTA et d'autres. Il faut le faire par un médecin qualifié parce qu'on peut faire d'énormes dégâts avec ça si c'est pas correctement fait. Joachim Mutter a une procédure très particulière qui lui est propre, et c'est vrai qu'une chélation avec lui, c'est aussi remettre surtout les nutriments vitaux hautement dosés de qualité pendant et après la chélation.
Donc c'est vraiment un très grand spécialiste de la chélisation. Il fait un travail remarquable à ce niveau-là. En homéopathie, on pourra utiliser également en 7CH Plumbum metallicum, Mercurius solubilis, Arsenicum album, Cadmium muriaticum, Alumina et Nickelum metallicum, par exemple, si on est impacté par ces métaux lourds. Enfin, l'arsenic n'est pas un métallo, c'est un élément trace toxique. Si on décontamine le corps, il faut décontaminer le corps. Et également la qualité bucco-dentaire qui est très impactée par des métaux qu'on y a mis. Non seulement des métaux, mais aussi souvent des infections qu'on appelle des ostéonécroses, les NICO, qui sont un véritable fléau, qui vont générer des cavités dans la mâchoire. Quand on a de telles cavités dans la mâchoire, parce qu'on a des racines mal dévitalisées qui se pourrit en quelque sorte dans la mâchoire et qui ont créé des véritables trous, ça se voit à l'écotomographie 3D, qu'on appelle DVT ou CT en allemand. Je ne connais pas bien le mot en français parce que mon dentiste maintenant est en Allemagne depuis quelques années. Donc, je suis plus qualifiée en dentisterie en allemand qu'en français. On voit ces trous. Hein, voilà. Donc c'est quand même assez impressionnant. Il faut absolument décontaminer la mâchoire. Et si on a encore du mercure en bouche, des amalgames, il faut enlever, avant de faire l'échélation, qu'elle soit naturelle ou chimique, il faut enlever ce mercure. Pourquoi? Parce que si vous allez chercher avec un outil de quoi enlever le mercure, vous allez enlever le mercure. Celui qui est dans vos dents. Il va se remettre où? On ne sait pas. Dans le cerveau, dans les cellules, ailleurs. Donc la première chose, on ne joue pas à faire une chélation, quelle qu'elle soit, même naturelle, tant qu'on n'a pas enlevé le mercure en bouche, avec d'énormes précautions. Dans notre environnement domestique, on va évaluer tout ce qui est connecté, hein, tous les objets connectés. Dans une chambre, elle doit être totalement protégée, à minima la chambre doit être totalement protégée. On ne doit avoir aucune télévision, aucun radio-réveil, aucun téléphone portable, aucun jeu, aucune console, rien du tout, juste un nombre de chevets qu'on va éteindre. Et même certaines personnes vont jusqu'à avoir un interrupteur qui va couper l'électricité pour qu'on n'ait plus le fil électrique qui monte chez le voisin. À l'étage au-dessus. Quand on habite en immeuble, c'est compliqué parce qu'il y a la wifi partout. Donc là, il faut, comme dit Yorimota, il faut s'isoler, mettre éventuellement des protections avec des peintures, des tissus, éventuellement une sorte de tente de protection comme une moustiquaire au sud du lit pour pouvoir au moins la nuit être protégé de ces champs électromagnétiques. Mais on n'a pas que ça, on a les peintures nocives, on a les tapisseries, on a les meubles traités avec des retardateurs de flammes, donc des perturbateurs endocriniens. On a des ustensiles de cuisine, des vêtements et des tissus divers qui sont toxiques. Le coton non bio est 12 fois plus toxique que les OGM, le maïs OGM. En chimique, donc, voilà, on en arrive à être obligé d'acheter des vêtements, ça existe. Hein. Moi, je viens encore d'acheter quelques t-shirts en coton, il n'y a pas que des t-shirts, il y a des vêtements, il y a des pyjamas, enfin toutes sortes de choses, en coton bio non toxique. L'environnement externe, donc interne, on a vu, interne dans le corps détoxiqué et externe, donc on est sur tout notre environnement, et d'une manière générale, plus largement, les antennes relais, les pesticides, les particules fines. Oui, on peut faire des choses contre cela. C'est un petit peu le parcours du combattant, mais on peut faire des choses contre cela. Bien sûr, les facteurs influents sur le développement de la maladie de Lyme, le grand point, c'est le point infectieux. Il faut diminuer cette charge infectieuse globale. Est-ce qu'on pourra éradiquer le germe? Non. Comme on ne peut pas éradiquer les virus responsables d'une varicelle, d'un zona ou d'autres maladies, on peut vivre en revanche avec. Pour vivre avec, il faut qu'on ait un terrain qui soit de nouveau compétent, de nouveau propre, et un système immunitaire fort. Qui dit système immunitaire fort, dire microbe faible. Système immunitaire fort, système immunitaire faible, microbe fort. C'est vraiment la base. Les experts infectiologues nous disent que la maladie de Lyme se soigne tout seul dans 80% des cas si l'on a un bon système immunitaire. Voilà. On commence à aborder la notion de terrain. On va pouvoir, pour diminuer cette charge infectieuse globale, lorsqu'on parle de borélie et de co-infection bactérienne, on va pouvoir utiliser des antibiothérapies à court terme sur un stade 1 de la maladie, stade aigu. En général, ça marche très bien. Sauf si la personne a un terrain déjà complètement miné, en quelque sorte.
On va utiliser Alors en première intention, selon la conférence de consensus de 2006, ça sera l'arocéphine, de la doxycycline, de la doxycycline, à des doses très très élevées. Et puis on va partir éventuellement sur l'azithromycine, du flagyl, de la dapsone éventuellement, pour certains cas. Voilà, c'est un petit peu tendance actuellement. On a aussi des antiparasitaires comme le zintel, le miltricide et d'autres. Voilà. Il y a une toute nouvelle étude qui vient d'être présentée par l'équipe du professeur Yin Zhang aux États-Unis, à la clinique de Johns Hopkins, qui vient de démontrer qu'on arrive quand même à éradiquer à 100% le persisteur, c'est-à-dire cette forme persistante et résistante qui, après tout traitement, va quand même continuer à vivre dans son biofilm, protégé dans son biofilm. Eh bien, ils ont trouvé apparemment, et vont développer la recherche là-dessus, une combinaison de 3 médicaments, c'est-à-dire ceftriaxone, doxycycline et daptamycine, qui semblent éradiquer à 100% le persistère. À partir de ce moment-là, on peut se dire qu'effectivement, il n'y a plus de borréliose de Lyme, et que donc, au moins cet aspect-là des infections sera traité, à développer. C'est vraiment très récent, la publication vient de sortir. Dans un registre moins chimique, on va dire, on va pouvoir utiliser des huiles essentielles contre les borrélies, les parasites, les virus, les champignons au sens large. On va pouvoir utiliser le chlorure de magnésium. On va pouvoir utiliser la vitamine C, de préférence soit liposomale, soit en intraveineuse. Et là, je vous invite à vous référer à l'excellent livre du docteur Thomas Levy, que j'ai rencontré aussi il y a 1 an et demi à Paris dans le cadre d'un grand congrès, et son livre s'appelle La vitamine C, la panacée originelle. Quand vous lisez là-dedans qu'une tuberculose peut être réglée en 7 jours grâce à la vitamine C, vous dites qu'est-ce qu'on fait avec la tuberculose, avec nos vaccins et notre médecine moderne. Et ce livre est complètement argumenté par des preuves scientifiques. C'est un très très grand spécialiste, Thomas Levy, de la vitamine C, y compris sur les cancers, etc. La vitamine C, il l'indique d'ailleurs bien dans son livre et dans ses conférences, la vitamine C va aussi booster l'effet des antibiotiques ou des traitements qu'on va prendre. Donc on ne va pas se priver de prendre de la vitamine C, surtout qu'on est tous très carencés, limite de scorbut. Nous disait un jour un présentateur à la télévision, il y a 6 mois, sur TF1 à 20h. Donc si même on le dit à la télévision, c'est qu'on est vraiment très carencé. Pour qu'un tel message puisse passer, c'est qu'on est vraiment très carencé. En homéopathie, on pourra utiliser Borrelia, et là il y aura un spécialiste qui vous en parlera cet après-midi. On pourra utiliser les isothérapies homéopathiques qui sont prélevées à partir des sécrétions corporelles du malade. Les isothérapies sont interdites en France, je ne sais pas si elles sont autorisées, je crois, en Suisse et en Allemagne. Oui, mais c'est zone grise. Zone grise, voilà. Alors chez nous, c'est zone noir foncé. Rouge. C'est interdit, ça ne veut pas dire que ça ne se fasse pas. Hein, mais c'est compliqué, quoi. Voilà. Souvent, les gens vont... il faut prendre une goutte de sang, si vous voulez, et puis à partir de là, faire des dilutions, et faire son propre traitement. On peut le faire soi-même à la maison, c'est un peu compliqué, c'est un peu précis, mais sinon, demander de le faire à l'étranger. Vous pourrez le faire en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, avec une ordonnance quand même d'un médecin. Ça marche très bien sur un bon nombre de malades, une grande majorité de malades. On a également ce qu'on appelle le MMS, un hypochlorite de sodium, très discuté, mais qui a donné de très bons résultats chez beaucoup de gens. On a le nisonide ou nitazoxanide qui sort aussi du lot, qui a démontré son efficacité sur à la fois Lyme et toutes les formes de Lyme, c'est-à-dire y compris les formes kystiques et les formes à biofilm. Le Dr. Mutter préconise aussi largement le nisonide. Il va être actif sur un certain nombre de parasites. Les parasites sont un véritable fléau parce que les parasites sont des poupées-russes. À l'intérieur des parasites, comme l'a démontré par exemple un chercheur qui fait beaucoup d'autopsies, Alan McDonald aux États-Unis, et Paul Duret également, ils ont montré qu'à l'intérieur des parasites, on a des borrélies, et à l'intérieur des parasites, des borrélies, on a des virus qui sont encapsulés dans la borrélie. Donc c'est infernal, on n'arrive jamais au bout. Donc les parasites sont un véritable fléau, il faut lutter activement contre les parasites, et le nisonide est actif contre un grand nombre de parasites, pas tous, mais un grand nombre. Contre les parasites, justement, et notamment la
babésiose, la babésia, on va pouvoir utiliser en phytothérapie l'Artemisia annua, bien évidemment, ou Artemisia sina aussi. Les suppositoires de Nexus, qui sont un complexe qui contient aussi de l'armoise, justement, et de l'ail. On va pouvoir utiliser du thym à linalol, qui est l'huile essentielle phare numéro 1 vraiment sur le traitement des parasites. Extraordinaire. Soit sous forme de suppositoire, soit sous forme de gélules à faire préparer en pharmacie, ou la combinaison des deux. Il faudra traiter la candidose. La candidose est un véritable fléau, et comme me disait, surtout quand on a pris de nombreux mois d'antibiotiques, là les gens se retrouvent complètement envahis de candidose, souvent de moisissures aussi, ça a été mon cas, c'était absolument dramatique. Je décris ça d'ailleurs dans mon deuxième bouquin. J'avais un taux de Candida albicans plus de 80 fois supérieur à la norme haute, avec une séropositivité bien sûr sanguine, ce qui est extrêmement rare. Donc, complètement envahi au dernier degré et moisi de surpoids. Je fais partie des Lyme moisis, ce que exprime le... C'est affreux, hein, ce que exprime d'ailleurs très bien le docteur Richie Schumacher, un spécialiste aux États-Unis, qui dit les Lyme moisis, ce sont les worst of the worst, les pires du pire. Parce que ces moisissures, ces levures, ces champignons vont bloquer tout soin de la maladie de Lyme. C'est une véritable galère, c'est un parcours du combattant. Cette candidose, elle va être réglée par la réforme alimentaire, clairement. Si on continue à manger des céréales, si on continue à manger de l'amidon, des pommes de terre, quoi que ce soit qui va contenir, qui va se transformer en sucre dans l'intestin, en hydrate de carbone, sucre, alors on va nourrir d'une manière générale tous les pathogènes, mais y compris les borrélies, bien sûr, les autres microbes, mais on va nourrir bien sûr les levures et moisissures. Donc continuons à manger du sucre, c'est même pas la peine de prendre le moindre médicament qu'on pourra vous donner associé à vos antibiotiques. C'est pas la peine. Il faut absolument faire une réforme alimentaire qui va durer 3-6 mois pour changer le cours des choses. Et quand j'ai fait ma formation de naturopathe en 2011, notre professeur qui était de nutrithérapie, qui était heilpraktiker, qui avait travaillé pendant 15 ans à Berlin, nous avait dit contre la candidose, c'est même pas un fruit. Même pas un fruit. Donc qu'est-ce qui reste? Des légumes, et des légumes, et des légumes. Ça tombe bien, on a besoin d'alcaliniser notre terrain, donc c'est parfait. Hein. Donc, des quantités de légumes, des jus de légumes, de la viande, du poisson. Alors je fais un peu marche arrière, le poisson aujourd'hui est complètement toxique, donc voilà, à discuter, mais des œufs. Hein. Et ça rejoint finalement le régime GAPS de Natasha Campbell. Quand elle fait ses biscuits aux amandes aussi, enfin voilà, des choses comme ça. Oui, on va manger d'autres choses. Et on va faire attention aussi quand on achète des amandes, de préférence des amandes ou des fruits secs qui ont encore leur coquille autour, c'est-à-dire leur emballage naturel. Pas des amandes qui ont été stockées dans des silos dans lesquels les champignons, les moisissures se développent et sans compter le reste. Je passe les détails. Donc ça demande un petit peu de pertinence, mais une fois qu'on a trouvé le chemin, c'est très facile à faire. On va perdre un peu de poids quand même, c'est vrai. Mais bon, voilà, il faut ce qu'il faut. On a l'acide capridique, l'acide laurique, bien évidemment. Donc on va trouver typiquement dans la noix de coco, le jus, graisse de noix de coco. Les aliments lacto-fermentés, pas immédiatement, mais dans un second stade. Bien sûr, des probiotiques, notamment les Saccharomyces boulardii. On a également un outil que je trouve très utile et que je nomme, tant pis, qui s'appelle le Floracor. Pourquoi? Parce qu'il allie à la fois des spores qui vont se transformer en probiotiques dans l'intestin pour coloniser la muqueuse intestinale, et il apporte également des enzymes protéolytiques et des enzymes qui vont, comme la chitosinase, qui vont attaquer la couche de chitine du Candida albicans. Donc on a vraiment un outil extraordinaire pour détruire le Candida albicans. La sérapeptase aussi, bien sûr. Et puis, dans le registre des huiles essentielles, on a le thym-linalol, combiné avec d'autres outils ou pas. Le thym-linalol a été prouvé dans une publication médicale qui date de décembre 2017, a été prouvé comme étant beaucoup plus efficace que n'importe quel médicament allopathique pour traiter toutes les formes que peut prendre le Candida albicans. Donc c'est quand même intéressant, à raison de 4 gouttes 3 fois par jour, pendant au moins une semaine, pour protéger le foie et toujours surveiller le foie d'une manière générale. Dès qu'on prend des huiles essentielles, attention, cerveau, foie, rein, à surveiller de manière chronique.
Ce sont des outils extrêmement puissants et il faut quand même faire attention. Donc ce qu'on peut faire, c'est en alternance utiliser une semaine les huiles essentielles, une semaine les probiotiques à très haute dose. Quand je dis très haute dose, c'est très haute dose, surtout dans Floracorce et Saccharomyces boulardii. En homéopathie, on aura bien sûr Monilla albicans 30 CH en France. On est limité en France au 30 CH. Dans d'autres pays, on peut monter sur des éditions bien supérieures. Ça marche extrêmement bien. L'homéopathie ne peut pas se prendre avec les huiles essentielles, c'est le seul bémol, c'est ou l'un ou l'autre, mais pas les deux. L'homéopathie, c'est tout en finesse, l'huile essentielle, c'est le bazooka. Donc on ne met pas un bazooka avec des talons aiguillés, on va dire. Voilà, ça ne va pas ensemble. Il faut traiter les moisissures, c'est pareil. Brian Resnick est un spécialiste américain de Lyme qui lui-même était très affecté par Lyme, décrit dans une publication récente qui date aussi il y a quelques semaines à peine, que lui-même pendant 10 ans à se bagarrer contre ce qu'on appelle Lyme, en fait, il s'est aperçu dans différentes circonstances, je la fais courte, qu'il était complètement envahi de moisissures, donc c'était un Lyme moisi lui aussi. Et qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a réparé sa maison qui était complètement moisie. Donc, première mesure, c'est réparer, mais surtout déménager d'une maison moisie. On ne doit pas rester dans un endroit moisi. Sinon, on ne s'en sortira pas. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans une maison moisie, et là, on ne peut pas avancer du tout. J'ai 2 cas comme ça, de personnes que je ne peux pas faire avancer. Il faut qu'ils déménagent. C'est aussi simple que ça. C'est même très compliqué, en fait. Et qu'est-ce qu'il a fait, Brian Resnick? Il a réparé sa maison, puis il l'a vendue. Il a acheté un motorhome, il est parti dans le désert du Nevada. Il s'est mis en quelque sorte sur une corde à linge avec 2 clips en haut, et il s'est mis à sécher. Et en très peu de temps, son Lyme a été réglé. 10 ans de dépenses et de combats pour rien. Son problème, c'était les moisissures. Et il dit, je pense que le problème de Lyme, c'est les champignons. Et j'arrive à la même conclusion. Ce qui est quand même très étonnant. Facteur influence sur le développement de la maladie de Lyme. Le terrain déplémenté de ces nutriments vitaux, ben oui, on est complètement déplémenté, donc une fois de plus encore la nutrition. Réparer le terrain par la réforme alimentaire avec une nutrition adaptée. Quand vous allez manger des légumes, nous sommes quand même pas très loin de notre ancêtre Cro-Magnon, il y a quelques milliers d'années. L'homme de Cro-Magnon, il n'allait pas tous les 4 matins manger des aliments toxiques, il n'allait pas chez McDo non plus, il n'était pas connecté sur son ordinateur. Il mangeait quoi? Il mangeait le fruit de sa pêche et de sa chasse, il buvait de l'eau propre, pure, ça c'est aussi une gageure aujourd'hui, et puis il mangeait des baies, des feuilles, des racines. Donc il pouvait survivre à Lyme. Aujourd'hui, on mange n'importe quoi. On mange du carton, on mange même du plastique, parce que quand vous mangez du plastique, c'est pas la peine de demander à votre poissonnier qu'il vous mette un plastique du poisson. Autour du poisson, quand il vous le tend, le plastique est déjà dans le poisson. Tout va bien. Entre guillemets. On peut prendre des jus de légumes verts. Je rejoins vraiment le docteur Natasha Campbell, qui est une grande spécialiste des autistes et d'un grand nombre de malades chroniques. Je l'ai rencontrée également il y a 2 ans, 2 ans et demi. On a longuement discuté. C'est une femme remarquable qui a fait un travail absolument remarquable. Et je trouve que son régime GAPS est, pour moi et pour le nombre de malades, vraiment une clé qu'il faut absolument investiguer. Dans d'autres registres, en fonction des cas, on peut aller sur le régime signalé, le crudivorisme si on supporte, mais souvent sur un intestin douloureux, dysbiotique, on ne supporte pas les légumes crus, donc il faut quand même passer par les légumes cuits à la vapeur douce, les produits lactofermentés également. On va rechercher, pour refaire le terrain, on va rechercher plein de choses, mais notamment faire un bilan des acides gras, rechercher les électrolytes, qu'on appelle aussi oligo-éléments sur 100 total. On va faire aussi une recherche d'iode sur les urines de 24 heures. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui sont en carence d'iode. Or, l'iode a un impact très important aussi sur la candidose. Pas bien sûr que sur le système hormonal. La thyroïde est notre chef d'orchestre, on va dire, au niveau hormonal. Quand on manque d'iode, on va se retrouver dans des situations, on va dire, ah, thyroïdite Hashimoto, oui, mais pourquoi? Et l'intestin, comme dit Natasha Campbell, l'intestin a un rôle très important à jouer dans les thyroïdites. Important de faire cet examen-là, des vitamines de toutes sortes qu'on va chercher. On va souvent, enfin en majorité, chez tout le monde pratiquement, trouver des carences très importantes en vitamine D3 et 1,25 OHD. Il faut les faire doser. J'en parle d'ailleurs dans mon livre aussi. Il faudra donc se supplémenter
au-delà de la nutrition, il faudra se supplémenter pour nutrir la cellule. On va apporter des vitamines dans les complexes de vitamine B notamment, mais encore des vitamines, des complexes qui soient bien conçus, qui n'aient pas du stérate de magnésium autour, qui n'aient pas des... Voilà, enfin, il faut investiguer pour savoir comment sont constituées ces gélules que vous allez manger, est-ce qu'elles sont consommables ou pas. Et puis dans ces complexes de vitamine B, souvent, ou d'autres, hein, vous allez trouver des choses qui ne vont pas. Et dans le complexe de vitamine D, il faut bien regarder qu'on est de la méthylcobalamine, non pas de la cyano ou hydroxycobalamine, mais bien de la méthylcobalamine pour les gens qui ont des problèmes de méthylation avec le MTHFR. Sans rentrer dans les détails, on va prendre en B9 du 5-MTHF et non pas des simples folates. En B3, on va insister bien sur les nicotinamines. On peut faire en préparation magistrale dans votre pharmacie, vous leur demandez qu'ils vous fassent des capsules dosées à 500 mg de nicotinamide qui vont vous aider à refaire de la cellule souche et finalement donc, du tissu. Hein. Donc c'est important de penser à la nicotinamide. La vitamine C, comme j'en ai parlé tout à l'heure, la vitamine A, E, qu'on va souvent associer, de la vitamine D3, K2, qui sont souvent associées. Pourquoi la K2? Parce que la K2, si vous ne prenez que la D3, votre calcium va être mieux fixé, mais pas que dans les os, il va être aussi fixé dans les articulations. Donc vous risquez d'avoir de l'arthrose. Si vous prenez la K2, le calcium va se fixer dans vos os, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. La K2 est fabriquée aussi par votre intestin, mais dans votre corps, mais c'est souvent insuffisant. On peut le doser, ça coûte assez cher le dosage. En général, il y a des bons complexes D3K2 que vous allez pouvoir trouver. Cherchez quand même d'avoir des choses de qualité. On va prendre des acides aminés, L-carnitine, taurine, du collagène, alors à gogo, collagène pour refaire le tissu. Alors le collagène le plus simple à faire, c'est vous allez chez votre boucher bio, plus, hein, voilà, vraiment des animaux qui sont élevés dans le respect de ce qu'ils sont, hein, qui sont nourris au foin, à l'herbe. Ça existe de plus en plus. Il y a le label Déméter qui est vraiment le top du top. Hein, et bien, allez chercher sur Déméter.fr ou peut-être quelque chose ici, mais Déméter.fr, ils sont basés chez nous en France à Colmar. Et vous allez sur le site et vous allez, selon votre département, trouver les producteurs de produits qui ont le label vraiment plus en bio. Et là, vous allez demander à votre boucher ou votre fournisseur de viande de Déméter, vous allez demander qu'il vous donne des os. Et avec ces os, ce qui nous intéresse, c'est pas la viande, c'est les os. C'est les articulations qui contiennent du collagène. Et quand vous allez faire votre bouillon d'os, comme on faisait autrefois, finalement, bon bouillon de pot-au-feu ou de queue de vache, de queue de bœuf, vous allez avoir un bouillon qui va être très gélatineux quand il aura refroidi. Vous pouvez le dégraisser partiellement ou complètement selon les goûts et les besoins. On a besoin de graisse aussi, y compris de graisse saturée. Voilà, ce qui va nous intéresser, c'est le collagène. Et quand vous avez fait votre grande marmite de 3 litres, eh bien, vous allez pouvoir congeler dans des bouteilles en verre capsulées, vous allez congeler votre bouillon de collagène, et dans des mugs également, je le dis dans mon bouquin, mettez-le dans des mugs, mettez au congélateur, et vous en sortez un, vous avez votre instant détox, parce que ça va vous aider aussi à détoxifier ces bouillons. Vous allez avoir un bouillon bien fait, c'est une merveille de la nature, ça ne coûte rien, puisque le boucher va se débarrasser de ses os, donc vous êtes content de vous les donner, enfin pas ses os à lui, les os des bêtes qu'il a travaillé. Les minéraux, bien évidemment, alors on est tous complètement carencés en minéraux, je vais vous le montrer sur un document un peu plus loin. Les oméga 3 également, on a beaucoup de besoin d'oméga 3, anti-inflammatoires, mais également qui va améliorer la perméabilité intra-extracellulaire. Si vous voulez avoir les échanges, il faut encore que ce soit perméable. On a un mur, on a déjà les spams, enfin voilà, donc entre nos cellules, il faut améliorer cette perméabilité membranaire. Autre facteur, dernier facteur influent sur le développement de la maladie de Lyme, notre intestin, notre fameux intestin. Julia Enders avait écrit un livre, il y a quelques années un livre extraordinaire qui s'appelle Le champ discret de l'intestin, traduit dans je ne sais pas combien de langues, je crois 30 langues, vendu à des millions d'exemplaires. Et cet organe mal aimé, comme elle l'appelle, est le lieu, effectivement, comme le disait Hippocrate, du départ de la maladie. On a des intestins, on a tous des intestins totalement percés. Hein, des intestins dysbiotiques, poreux, et à terme, à un moment donné, il se passe quelque chose. Forcément, ça ne va pas pouvoir continuer comme ça, parce que cette porosité va laisser passer des microbes ou des neurotoxines qui vont, par le flux sanguin continu monter au cerveau et qui vont créer des troubles. Est-ce que c'est dû à l'âme? C'est même pas sûr du tout.
quels sont ces neurotoxines, quels sont ces microbes. On a aussi bien sûr des parasites, et quand on parle de parasites, je parlais de parasites tout à l'heure, on a typiquement des nématodes qui peuvent venir dans le cerveau. Les nématodes, ce sont des tout petits vers, entre guillemets, qui font 1 mm de long, qui sont utilisés couramment d'ailleurs dans l'agriculture biologique pour nettoyer certains parasites, c'est le cas de dire, des jardins. Donc on va arroser avec des solutions qui contiennent des nématodes. Si vous ne lavez pas correctement vos légumes, vous allez récupérer ces nématodes. Si vous avez un intestin poreux, vos nématodes vont monter au cerveau et vont pouvoir encapsuler des brûlis dans lesquels il y aura des virus. Donc, on a besoin de ces nématodes, oui, mais on a surtout besoin de refaire la barrière intestinale. Et c'est là que le GAPS intervient, à mon avis. Nos erreurs nutritionnelles et de civilisation, nos toxiques environnementaux vont faire qu'on va avoir une prolifération de pathogènes et un affaiblissement du système immunitaire. Dans le cadre du cancer, l'INSERM en France a confirmé qu'effectivement les gens qui sont traités classiquement, conventionnellement pour le cancer ont de bons résultats quand ils ont un intestin, un microbiote intégrant. Qui aujourd'hui a encore un microbiote intégrant? Voilà, on va chercher aussi les parasites, les intolérances alimentaires, l'histamine. Vous apprendrez dans le livre du docteur Thomas Levy sur la vitamine C, que j'ai cité précédemment, que la vitamine C vous fait chuter les taux d'histamine d'une manière extraordinaire. Donc on a un moyen de lutter contre les problèmes qui ont des taux d'histamine élevés. Lisez ce livre, c'est une Bible. Thomas Levy, la panacée universelle, la vitamine C. Extraordinaire. Gros bouquin, mais à mon avis très compréhensible quand même. Je pense que c'est compréhensible à peu près par tout lecteur. Pour réparer l'intestin, une fois encore, la réforme alimentaire, décidément, on n'en sort pas de cette alimentation, elle fait tout cette alimentation et elle change notre vie. On va prendre des aliments nus et crus qui sont cuisinés maison. Que veut dire nus et crus? C'est-à-dire vous achetez un poireau, vous achetez un lapin, vous achetez une carotte, vous achetez enfin, ce dont vous avez besoin, des aliments sans étiquette. Donc vous n'avez pas besoin de lire les étiquettes pour savoir ce qu'il y a dedans. Alors, on achète un aliment sans étiquette comme on faisait il y a 50 ans, enfin encore aujourd'hui au marché, quand on va au marché, mais voilà, le problème c'est les toxiques, après comment ça a été poussé, sur quelle terre, 80% des cas sont imbibés de Roundup selon le professeur Serralini, donc ça reste quand même compliqué, d'où l'intérêt de prendre vraiment des légumes poussés en biodynamie, en permaculture par exemple, en bio. Et on va cuisiner maison. On va utiliser des bonnes huiles vierges première pression à froid. Également des graisses. On a besoin de graisses saturées, une bonne graisse d'oie, ça fait du bien aussi, on en a besoin. On va essayer de ne pas consommer de toxiques. Donc on va choisir une alimentation bio non transformée, peu de poissons. Pourquoi? Parce que les poissons de mer contiennent beaucoup de mercure, maintenant des plastiques, comme je l'évoquais tout à l'heure, et puis aussi de l'aluminium pour différentes raisons. Les poissons de lac contiennent d'autres toxiques, comme l'exprime très bien le docteur Larry encore, et aussi le professeur Picot, entre autres arsenic. On va essayer de boire de l'eau pure. Alors on peut aussi trouver des systèmes de filtration efficients, et puis une fois que c'est filtré, remettre du plasma de Pelleton propre aussi dedans pour reminéraliser cette eau et puis dynamiser cette eau dans des grandes carafes qu'on appelle des ovariums par exemple, ce qui va permettre de générer un vortex qui va redynamiser l'eau. Donc on a des solutions pour boire de l'eau pure. Il va falloir même pas nourrir les pathogènes avec des sucres et des amidons, comme je disais précédemment, si on continue à manger des desserts, des fruits aussi, en quantité. D'ailleurs, Natacha Campbell en parle dans son livre en disant les fruits. Dans un premier temps, pour les autistes, voilà, le minimum de chez minimum, surtout quand on est complètement affecté par le candidat albicans et les moisissures. Donc tout ça, c'est à réfléchir, ne pas nourrir les pathogènes, se supplémenter en glutamine pour refaire la paroi intestinale, 500 mg matin, midi et soir, pas plus parce que sinon ça va faire du glutamate qui va être toxique, donc c'est pas la peine de forcer quand on vous dit 10 g par jour, non, certainement pas, 500 mg matin, midi et soir. Du collagène, j'en ai longuement parlé tout à l'heure, de la vitamine D et du zinc, très important pour refaire la paroi intestinale et refaire l'immunité. Des probiotiques bien choisis, de qualité, hautement dosés, des aliments lacto-fermentés dès qu'on peut le réintroduire avec des yaourts longue fermentation. Ça, je fais ça à la maison, c'est une tuerie, c'est absolument délicieux. La recette de Natacha Campbell encore, décidément, j'arrive pas à la nommer. Le kéfir, la choucroute, en fonction de ce que l'on peut supporter de l'histamine et en fonction des moisissures.
Les gens très moisis ne supportent pas ni le kéfir, ni la choucroute. Il faut attendre vraiment que le niveau de moisissure diminue. Et puis faire des lavements aussi. Natacha Campbell et d'autres médecins, Murphy Winter et d'autres préconisent vraiment les lavements qui vont permettre de nettoyer cet intestin qui est un bouillon de culture finalement et dans lesquels des pathogènes morts vont résider, générant les mêmes problèmes avec toutes sortes de toxines. Et puis enlever tout ce qui est parasites et microbes vivants aussi. Voilà, donc régulièrement, alors régulièrement Natacha Campbell, ça sera 1 par jour, d'autres ce sera 1 par semaine, à moduler en fonction de ça chacun et ce que l'on peut faire. Vous voulez bien garder la question pour tout à l'heure, vous la notez? Ok, merci. Voilà, j'essaie d'accélérer un petit peu pour qu'on ait encore un petit peu de temps. Il faut considérer aussi le psychisme, c'est important. Beaucoup de malades de Lyme tombent malades après un choc psychique très important. Qu'est-ce que ça veut dire? À mon avis, et nous en discutions tout à l'heure avant la conférence avec quelques personnes, moi je suis tombée malade après qu'il se soit passé ça dans ma vie, de très grave. Et beaucoup de malades, alors il y a le facteur stress, bien évidemment, très important, stress au travail avec le patron qui est méchant, etc., enfin les collègues qui vous font voilà, toutes sortes de problèmes. On a les problèmes familiaux, on a les problèmes de la vie courante, mais l'homme de Cro-Magnon aussi avait des problèmes de stress, c'était pas les mêmes, mais lui c'était la survie, c'est-à-dire entre le copain de Cro-Magnon qui voulait lui piquer peut-être le silex pour faire du feu, ou peut-être une bête qu'il avait tuée, et puis de toute façon aller au-devant de bêtes qu'il fallait tuer, je pense qu'au niveau stress, ça devait bien fonctionner aussi. Mais quand même, il faut le prendre en compte et souvent peut-être se poser des questions. Nous sommes un équilibre physique, énergétique et psychique. Est-ce que nous sommes toujours dans cet équilibre? Et qu'est-ce que nous pouvons faire si nous n'y sommes pas pour y revenir? Si vous prenez une Clémentine qui a un quartier qui est démesuré en poids et en taille par rapport aux autres quartiers de Clémentine, votre Clémentine, elle va basculer du côté le plus lourd. Elle va basculer. Est-ce que nous ne basculons pas? Et c'est peut-être là aussi qu'on doit chercher au plus profond de nous-mêmes des raisons de déclenchement de ce qu'on appelle la maladie de Lyme, dont on ne sait pas finalement si c'est Lyme qui est un problème et qui est le problème, mais il y a tout le reste, il y a tous ces microbes que nous avons en nous et qui se mettent ensemble pour créer une maladie extrêmement chronique. Souvent, quand je parle de tout ceci, naturellement je parle de la chronicité, mais également extrêmement lourde à porter. Prendre en compte donc notre histoire psychique individuelle et transgénérationnelle, on trimballe quand même l'histoire de nos générations, mine de rien. On a les blessures de l'âme qui sont très importantes et qu'il faut travailler, sur lesquelles il faut travailler. On peut faire de la méditation, on peut avoir un recours à un psychologue, on peut y réfléchir, on peut utiliser les thérapies quantiques. On doit mesurer aussi le niveau d'énergie. Les malades de l'âme sont complètement effondrés en termes d'énergie. On peut faire appel à un énergéticien, on peut faire appel aussi aux thérapies quantiques pour remonter, ou homéopathiques pour remonter nos niveaux d'énergie. Et puis essayer de garder une pensée positive. Si la pensée positive, c'est celle qui nous porte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un événement négatif, vous arrivez à le transformer en positif, là, vous allez toujours avancer, vous allez toujours progresser. Si on se complaît, entre guillemets, malheureusement, pour certains ça n'est pas possible, mais dans la maladie on dit « Ah, j'en peux plus, ah, je suis malade, ah, c'est terrible, il me faut un docteur qui va me donner la pilule magique », ça ne marche pas comme ça. Il faut effectivement se réjouir de Trois-Fois-Rien, le magnifique ciel bleu que nous avons hier, avec la vue sur le lac qui est absolument splendide, avec un voilier qui passe, avec une personne qui passe en souriant, en promenant son chien. C'est tellement beau de se dire, mais il y a des gens qui sont heureux, il y a la nature qui est si belle, il y a tellement, la nature nous donne tellement de raisons d'être souriants et optimistes. Une abeille qui va butiner une fleur, un changement que nous allons apporter dans notre maison, dans notre vie. Enfin, il y a tout être positif, même avoir la maladie de Lyme, parce que ça nous oblige à grandir. Et donc il ne faut pas considérer ça comme un fléau, il faut considérer ça comme un événement que nous devons vivre, peut-être pour nous rendre compte que notre mode de vie et notre civilisation n'est peut-être pas approprié à la vie. Nous ne sommes plus dans le domaine du vivant. Guérir, c'est lâcher prise, c'est renoncer à nos peurs, à la violence, à Noël et nos jalousies. C'est aussi s'accepter. Je crois.
Je vais vous montrer pour finir deux tableaux qui sont des exemples de chélation des éléments traces toxiques. Ça me concerne, c'est un tableau d'étude que j'ai fait sur 2 ans. Je continue à la faire, j'ai d'autres résultats aujourd'hui, mais j'ai eu les résultats la semaine dernière en Grande-Bretagne dans ma zone blanche, donc j'ai pas eu le temps de les introduire, mais c'est quand même intéressant au niveau de la réflexion, c'est un petit peu ce que j'attendais. Éléments traces toxiques, j'avais dosé, donc j'ai fait quelques chélations d'MPS pour faire plutôt des mobilisations en fait, par voie veineuse, pour mobiliser les éléments traces toxiques et essayer de voir un petit peu ce qui se passait. Et quand j'ai vu les premiers résultats, alors si vous voyez sur le tableau, on a à gauche, ici, donc peut-être... Judith, là. Oui, le pointeur, voilà. Ok, merci. Je vais pas me mettre... Est-ce que vous voyez? Vous voyez ici, ça va. Voilà. On a ici... non, je ne suis pas dessus, je suis sur l'autre. Voilà. C'est même pas celui-ci, c'est celui-là. Voilà. Le rouge. Oui, voilà. Le petit rouge. Voilà, j'y arrive. Voilà. Ici, j'avais dosé donc l'aluminium, l'argent, l'arsenic, le cadmium, l'étain, le mercure, le nickel et le plomb. J'ai commencé mon premier dosage en janvier 2016. Je l'ai redosé en juillet 2016. Je l'ai redosé en janvier 2017. Je l'ai redosé en juillet 2017 et je l'ai redosé en janvier 2018. Donc tous les 6 mois pendant 2 ans. En aluminium, l'aluminium ne peut pas être mobilisé par le DMPS. Je n'en parle pas, je dis joker sur ce coup-là. L'argent, en revanche, j'avais le taux, ici la norme, ici en microgrammes par gramme de créatinine, microgrammes d'éléments traces toxiques par gramme de créatinine. Le seuil est donné par Microtrace Minérale en Allemagne, qui est donné à 1,4, j'étais à 2,1. Donc j'avais un petit peu d'argent. Argent colloïdal, argent dans les dents, etc. L'arsenic, donc ça c'est sûr, je regarde un petit peu le tableau ici, qu'on retrouve sous forme de graphique ici, j'ai mis sous forme de graphique. Les normes sont là ici et elles se trouvent sur la partie droite, ici la plus basse, qui sont les normes en fait à chaque fois, mais c'est peut-être moins visible sur le graphique. L'arsenic, le seuil est à 15, j'étais à 155. Je suis bien arseniqué. J'ai demandé d'ailleurs quand j'ai reçu les résultats, j'ai demandé à mon mari ce qu'il mettait dans la soupe du soir. Arsenic et vieille dentelle, vous savez, tout ce que ça. C'est quand même assez impressionnant. J'avais discuté avec le professeur Picot, un des grands patrons de l'homéopathie en France, et le docteur Albert Fodrimoun, un des grands patrons de l'homéopathie en France, qui s'est occupé tout spécifiquement de l'arsenic au Bangladesh. Il me disait effectivement, il ne te montre pas grand-chose. C'est quand même assez fort. Le cadmium, le seuil est à 0,8, j'étais à 1,4. L'étain, le seuil est à 2, j'étais à pratiquement 7. Le mercure, le seuil est à 1, j'étais à 26. Merci, mais 20 amalgames et les vaccins. Le nickel, le seuil est à 3, j'étais à 8. Le plomb, le seuil est à 5, j'étais à 36. Je suis bien plombé aussi. On évolue dans le temps, je fais mes petites chélations, etc., avec les outils naturels dans un premier temps, si ce n'est bien évidemment les tests de mobilisation que les 6 mois viennent tests, qui enlèvent aussi, bien sûr, quand même, des éléments traces toxiques. Et me voilà 2 ans plus tard, l'argent, déjà très rapidement, l'argent, en quelques mois, il n'y en a plus. On ne le retrouve pas non plus 2 ans plus tard. L'arsenic, je suis passé de 155 à 9. Le cadmium, je suis dans la norme. L'étain, je suis dans la norme. Le mercure, je suis pratiquement dans la norme. Le nickel, je suis encore élevé pour diverses raisons. Et le plomb, je suis presque dans la norme. C'est très intéressant de voir qu'on a de tels résultats quand on fait des chélations. Néanmoins, je reste quand même très prudente par rapport à cette analyse, qui est une analyse qui est biaisée par le fait que les outils que j'ai utilisés et qu'on sait utiliser aujourd'hui en dehors de l'analyse n'entrent pas dans le cerveau. La question c'est, que reste-t-il dans mon cerveau? Parce que bien évidemment, avec les amalgames dentaires que j'ai eus, il y a un paquet de mercure qui est rentré dans mon cerveau, sans compter le reste. Comme dit le professeur Picot, plomb, cadmium, mercure, le trio des toxiques, si vous ne vous débarrassez pas de ces métaux toxiques, vous ne vous débarrassez pas des bactéries. Ce sont les propos du professeur Picot que je vous retransmets. Donc que reste-t-il encore dans mon cerveau? Je n'en sais rien, si ce n'est que les dernières données que je viens de recevoir, eh bien, je vais vous les donner quand même. Ici, en mercure, je suis remonté à 3. Ce qui n'est pas énorme, ce n'est pas délirant par rapport à 26 ici, après différentes chélations, dont l'Irminix quand même, mais également des chélations quantiques qui ont été absolument extrêmement efficaces et diaboliques. Ça marche extrêmement bien en quantique.
Et puis, donc je me dis que l'approche est quand même pas mal. Ça veut dire qu'il en reste encore. Donc je suis contente de les avoir trouvés, ça veut dire qu'ils ont été excrétés. Donc bien, parfait. Et en plomb, je suis remontée également, je suis à 11, je crois, de mémoire, donc je remonte un petit peu, voilà. Et ça veut dire que ça s'excrète. Si je les retrouve dans les urines, ça veut dire que c'est sorti. Donc, youpi, tout va bien. Tu positivismes. Ah non, tu positivismes. Et je vais vous montrer un autre spectral qui est intéressant, c'est celui des oligoéléments qu'on appelle aussi des électrolytes ou des métabolites. En novembre 2011, les électrolytes, ce sont les catalyseurs de notre métabolisme. Si on n'a pas d'électrolytes, on n'a pas de métabolisme. Alors en novembre, on avait dosé sur 100 total, cette fois-ci, ça c'est un examen que je fais chez Bionali en Belgique, le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium, le cuivre, le fer, le zinc, le phosphore, le manganèse, le sélénium, la silice, le chrome, le cobalt, le plomb, je n'avais pas demandé, on peut le faire, le lithium et le mercure. Si on regarde, je devrais être normalement dans cette ligne jaune centrale, et on voit qu'il n'y a rien dans la jaune centrale. Soit les électrolytes n'entrent pas dans la ligne jaune, c'est-à-dire que ça n'y entre pas, quand c'est à gauche de la ligne jaune, c'est que ça n'entre pas dans la cellule. La ligne jaune, finalement, c'est votre cellule. Soit ça sort, ça fuit de la cellule pour différentes raisons. Fuite de sodium, fuite de calcium, fuite de cuivre, indiquant l'état inflammatoire, fuite d'un non-phosphore, ça va encore à peu près. Fuite de manganèse, carence importante de sélénium qui est quand même l'agent de détox numéro 1, on va dire, absolument pas de silice, absolument pas de zinc. Et en lithium, ça va, ça commence à fuir un petit peu la cellule, et en mercure, on retrouve de manière cohérente ce qu'on trouve dans le spectral d'urine qui a été fait après mobilisation. On trouve un excès caractérisé de mercure. Donc il n'y a pas à se poser de questions, je suis complètement intoxiqué en mercure. En 2018, donc juillet 2018, on reprend les mêmes. Regardez, tous les électrolytes sont rentrés dans la cellule par une réforme alimentaire adaptée, par une supplémentation, à part le zinc qui est toujours très carencé, le zinc malgré une supplémentation importante, qui signe à la fois la persistance de la borréliose et à la fois la persistance du mercure. Le zinc est toujours très carencé. La silice, ça commence à rentrer un petit peu dans le tableau, mais ça reste quand même faible. Tout le reste, après, est bien, y compris en mercure, ce que l'on retrouve de manière cohérente dans le spectral minéral que vous avez vu précédemment. Donc ça veut dire qu'on peut agir sur la situation, on peut faire quelque chose. Et à partir du moment où on diminue les toxiques et on remet des nutriments vitaux dans l'organisme, on va pouvoir avancer, même quand on est moisi. Mais il faut s'occuper de la position. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je pense que c'est intéressant d'avoir ce comparatif. Je voulais vous remercier pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a quelques questions à poser en vous montrant également ces photos qui sont derrière, qui montrent que l'on peut faire quelque chose, on peut réparer sa maison et la faire bio. On peut avoir encore des jardins bio avec des abeilles qui vont faire du miel bio, et puis on peut faire des jardins en permaculture. Ce sont des photos qui viennent d'un ami en Alsace, dans le nord de l'Alsace, et qui a abondance de fruits et de légumes grâce à son changement de mode de vie, sa permaculture, cette prise de conscience de ce que l'on peut faire quelque chose dans la vie pour vivre mieux et se réconcilier avec la nature. Merci de votre attention. Merci infiniment à Judith Alberta. Cet exposé à la contenance et la rapidité d'un Airbus, on vous reconnaît bien là. C'est ça, effectivement, une telle concentration de données nécessite d'y revenir tranquillement. Peut-être qu'effectivement, avec notre CD, vous pourriez reprendre ça à votre rythme, parce qu'il y a un nombre d'informations exceptionnellement concentrées. Mais vraiment merci, parce que vous avez fait un très grand tour d'horizon. Mais bravo. Et puis alors là, je crois qu'on a encore un petit temps pour des questions. Alors, je vous propose de parler haut et fort. Sinon, si ça ne marche pas, on fera passer le micro. Alors peut-être une première question devant ici. Oui, c'est bon. Vous avez parlé de certaines choses intéressantes.
absolument. Donc, quels sont les problèmes cardiaques dans la maladie de Lyme? Oui, absolument. Alors, on a effectivement des problèmes cardiaques dans la maladie de Lyme. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la borémie qui pose un problème? Est-ce que c'est d'autres choses? Alors là, j'ai deux réponses à vous donner. Un, celle du docteur Eva Sapi, que j'ai rencontré lors de l'organisation d'un congrès, lorsque j'étais présidente de Lyme Sans Frontières, l'association que j'ai co-fondée en 2012. Nous avions organisé deux congrès au palais des congrès de Strasbourg. Et j'avais fait venir Eva Sapi, qui est vous avez peut-être entendu parler d'elle, c'est une spécialiste de la recherche sur les borélies à l'université de New Haven dans le Connecticut, donc en zone endémique de Lyme. Et nous avions, au cours du petit déjeuner, discuté longuement ensemble de ce qu'elle trouvait, parce qu'elle fait des autopsies en fait, d'organes, au-delà de la recherche de telle et telle plante qui pourrait être active pour lutter contre les borélies. Elle m'avait dit, quand je fais des autopsies de cerveau, de foie, de cœur, ce que je trouve le plus chez les malades, c'est pas des borélies, c'est du Candida albicans. Première chose. Deuxième chose, le docteur Joachim Mutter, avec lequel je collabore, dans une interview que j'ai faite de lui en avril 2017, et qui est sur le site du fonds de dotation i4Lyme que j'ai cofondé également il y a 3 ans. Donc si vous allez sur le site, vous allez trouver les interviews de différents spécialistes. Donc ça s'écrit i4Lyme, donc IFOR, Lyme.org. Vous allez trouver un bon nombre de vidéos, et Joachim Mutter, c'est en allemand, c'est traduit en français, et c'est traduit en anglais aussi. Donc on peut le lire dans toutes les langues et diffuser. Il me dit en fait, le problème du mercure est un énorme problème. On a autopsié des gens qui sont morts de cardiomyopathie. Et on a fait un comparatif avec des gens qui sont décédés d'autres maladies, mais pas de maladies cardiaques. Voilà. Et on s'est rendu compte que dans les maladies cardiaques, les gens qui étaient morts de cardiomyopathie, il y avait 22 000 fois plus de mercure dans leur cœur que dans les gens qui sont morts d'une autre maladie. Donc on a un problème avec le mercure et le Candida albicans. Or, il se trouve que le Candida albicans se sert du mercure pour se développer et se maintenir. Donc là, on a fait le lien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des borélies, et ça ne veut pas dire qu'elles ne soient pas impliquées, mais il faut dépasser le stade de la borélie. Il faut chercher de ce côté-là. Donc si on fait un traitement global, à travers ce que j'ai indiqué, si vous voulez, on va résoudre à un moment donné le problème, probablement, j'espère en tout cas, le problème cardiaque. Je l'espère. Voilà, je ne peux pas l'affirmer, mais je pense qu'on va en tout cas sur un chemin où normalement on devrait effectivement pouvoir apporter. Excusez-moi, Judith, comment est-ce qu'on écrit i4Lyme? I for F-O-L. Donc I, il n'y a pas one for Lyme. Non, voilà. C'est l'abréviation de International Fund for Research on Lyme Disease, donc Fonds international de recherche sur la maladie de Lyme. Et puis c'est tout lié. C'est tout lié, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Excusez-moi, alors I for Lyme, hein, d'accord. Tout lié, merci beaucoup. Merci Nathalie. Et le fonds de dotation i4Lyme vient de valider, on a plusieurs médecins et professeurs dans le conseil scientifique, vient de valider la recherche de 3 projets. C'est le premier fonds de dotation en France qui existe sur la recherche sur la maladie de Lyme, et c'est la première fois que des 3 projets de recherche vont être financés, totalement autofinancés par les donateurs pour essayer de comprendre ce qu'est la maladie de Lyme dans son contexte environnemental. Et donc il y a 3 projets magnifiques, un proposé par i4Lyme, purement maison interne, on va dire, un proposé par le Dr Philippe Louis Tellière sur les phages et le test par les phages. Et puis le 3e, c'est un test proposé, une recherche proposée par le professeur Jérôme Mottier à Henri Mondor sur le lien entre myofasciite à macrophage et aluminium vaccinal et Lyme. Donc 3 projets qui sont entièrement autofinancés, ce qui est quand même unique, c'est une grande première. Alors, une autre question, alors, Hélène? On parle beaucoup de l'argent colloïdal qui est surtout de la maladie de Lyme, et dans le tableau, je viens de voir que vous en avez trop, donc comment vous pouvez positionner? C'est compliqué. L'argent colloïdal est un excellent outil. Est-ce qu'il est suffisant? À mon avis, oui et non, parce que pour moi, je ne me concentre pas sur la borélie. Pour moi, la borélie, je dirais qu'à la limite, elle ne m'intéresse pas particulièrement. Je ne vais pas faire un spot dessus, vous l'avez bien compris. On a beaucoup plus de problèmes avec les parasites, avec les virus aussi. Les virus qui sont injectés par exemple dans des vaccins qui vont squatter des borélies, qui vont être elles-mêmes hébergées par des parasites. Il va falloir détruire tout ce petit monde. Donc c'est plus un ensemble qui va m'intéresser, et je ne fais pas de fixation sur la borélie. L'argent colloïdal va servir surtout, effectivement, aussi bien servir sur la candidose, donc ça sera intéressant, c'est aussi un outil
Il faut savoir que l'argent colloïdal est beaucoup plus actif en sublingual. 90% de l'absorption se fait en sublingual, 50% dans l'estomac, 10% dans l'intestin. Donc on n'a pas intérêt à prendre son argent colloïdal comme on avalerait du coca. D'ailleurs, le coca, on l'oublie. Mais on a intérêt vraiment à le garder 3 minutes en sublingual pour avoir une bonne action. Effectivement, cet argent colloïdal va se déposer un peu dans le cerveau, un peu dans les reins, un peu dans l'œil. Si on met des gouttes d'argent colloïdal, on risque d'avoir des dépôts sur la rétine, donc toujours prudence. Mais il faut quand même insister sur des mois et des mois et des mois. J'en ai pris pendant 18 mois, l'argent colloïdal. Ça m'a indéniablement aidé. Je pense que ça a plus joué sur ma candidose qu'autre chose. Savoir si ça agit bien sur la borélie, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre. Je pense que c'est un outil tellement polyvalent qu'en fait on peut l'utiliser pour beaucoup de choses dans ce qu'on appelle la maladie de l'anneau. Oui, on peut l'utiliser, il faut juste pas en abuser, quoi. Et le dosage, c'est combien? Alors le dosage, ça va dépendre de ce que vous voulez faire en traitement d'attaque. Si on prend un traitement d'attaque, j'en parle dans mon livre, dans le premier en revanche, selon les principes du docteur Eric, je sais plus son nom de famille, aux États-Unis, un docteur en homéopathie, en ostéopathie. Lui, au départ, il fait des doses de choc, si vous voulez, il va faire prendre une cuillère à soupe toutes les 20 minutes pendant 7 heures, et ensuite on va prendre une grosse dernière cuillère à soupe, on va faire ça pendant 4 jours, et après on va commencer les perfusions. Alors, à des petites doses pour monter jusqu'à 910 millilitres de perfusion par jour sur les dernières phases du traitement associées à de la rocéfine. Voilà, donc ça c'est une possibilité de faire ça, mais ça doit se faire par un médecin. Passer de l'argent colloïdal en perfusion, c'est quand même très douloureux. Donc c'est très difficile à faire, il faut mettre de la xylocaïne, autre chose. Enfin voilà, on ne peut pas faire ça tout seul à la maison, c'est clair, quoi. Ça c'est vraiment son traitement pour lui sur la maladie de Lyme, borréliose de Lyme. Ça a l'air de donner des bons résultats. J'ai quelques amis médecins et anesthésistes qui y sont essayés. Ils ne sont pas arrivés à le passer en perfusion. Donc, bon. Alors, on avait une question là-bas. Oui, je crois qu'il y avait d'abord quelqu'un là-bas. Oui. C'était la même question. Mais la première question, c'était par rapport aux normes pour tout ce qui est métaux lourds. En fait, c'est important de connaître bien les normes pour l'interprétation et en fait, les normes, vous ne les avez pas aujourd'hui. En France, en tout cas, il n'y a pas de problème avec les métaux lourds. Aucun problème. Moi, je suis un peu une obsédée des métaux lourds depuis longtemps. J'ai voulu faire une fois un congrès pour réunir plusieurs biologistes, plusieurs laboratoires pour discuter des normes, parce qu'il n'y a aucune norme véritablement standard internationale. Chaque laboratoire est apte à fixer ses normes. C'est un peu énorme. Et alors, et par exemple, les normes d'un laboratoire seront fixées sur son pool de patients examinés. Et comme tous les patients sont atteints, vous imaginez bien que les normes ne sont pas normales. Donc, le problème des métaux lourds, c'est qu'on ne devrait pas en avoir. C'est ça la réponse. Mais un peu on en tolère, et en plus on n'est pas tous égaux dans la tolérance des métaux lourds. Ça, c'est quand même le problème. Oui, absolument, merci Nathalie d'avoir précisé cela. Et donc les normes que je vous montrer sont celles de référence du laboratoire Microtrace Minérale, qui est considéré comme le meilleur laboratoire en la matière dans le monde entier. Il y a des Américains qui envoient leurs échantillons, etc. Cela dit, ce sont des normes d'observation, on va dire, aux statistiques. En effet, comme d'ailleurs les résultats des examens que vous faites dans des laboratoires en ville, ce sont des normes statistiques, pas forcément des normes biologiques. De santé. Voilà, c'est ça. Je le décris bien d'ailleurs dans mon livre. Mais effectivement, comme disait Nathalie, on n'a pas à avoir des métaux lourds, c'est ce que dit aussi le professeur Picot, on n'a pas à avoir ces métaux lourds dans l'organisme. Dans tous les cas, il va falloir quand même les enlever. Voilà. Oui. Vous avez parlé des huiles essentielles qui font je voulais savoir, mais qu'est-ce que vous pensez de ces hydros-là? Vous avez compris la question? Je peux répéter. En fait, Véronique, et je travaille beaucoup avec les huiles essentielles, dit vous avez beaucoup parlé des huiles essentielles, mais que pensez-vous des hydrolats? C'était ça la question? Ouais. Voilà. Mais les hydrolats, c'est la nommée en huile essentielle. Oui. Issus d'huiles essentielles.
Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Les hydrolats, effectivement, sont issus des huiles essentielles. Je pense que les hydrolats se rapprochent beaucoup plus de l'homéopathie. C'est-à-dire que ce sont des outils tout en finesse et que l'on peut effectivement utiliser avec beaucoup d'intérêt parce qu'on va avoir des modifications de terrain dans la mesure où on va récupérer une information. En homéopathie, on est dans le quantique, on est dans l'information. Dans un hydrolat, on est aussi dans l'information. Dans les huiles essentielles, d'une certaine manière, on sera aussi dans l'information, mais c'est une information de choc, comme je disais tout à l'heure, beaucoup trop violente. D'ailleurs, en chromatothérapie, puisque j'ai fait aussi une formation de chromatothérapie avec le docteur Agrapar à Paris, qui est un grand expert en traitement par les couleurs, il associe les huiles essentielles, les fréquences des huiles essentielles avec certaines couleurs. Le jaune avec telle huile essentielle, le rouge avec telle huile essentielle. Donc on a des longueurs d'onde, donc des fréquences qui sont comparables. Donc, lors qu'on utilise ce genre d'outil, il faut savoir si on utilise quelque chose de très en finesse et ne pas mélanger avec autre chose. Ou alors faire en alternance, mais ce n'est pas les deux ensemble en tout cas. Mais oui, absolument, on peut utiliser aussi les hydrolats. Alors, on va peut-être prendre encore une question, si on a une, sinon on va prendre la pause. Voilà. Par rapport aux produits laitiers, une personne qui est intolérante ou allergique aux produits laitiers, elle ne le sait pas nécessairement, hein, ça a une grosse influence sur le microbiote. Et qu'est-ce que vous en pensez Là, on a entendu problème des produits laitiers, intolérance et microbiote. microbiote. C'est une très bonne question et c'est d'ailleurs le sujet, je dirais, de choix pour Natasha Campbell. Alors, le livre de Natasha Campbell, c'est un gros livre comme ça que j'ai relu 20 fois, qui est complètement gribouillé, surligné. C'est un outil de travail aujourd'hui avec des post-it partout. Pour moi, c'est vraiment la référence de chez la référence. Qu'est-ce qu'elle dit par rapport aux produits laitiers? Et je l'ai vécu aussi. Les produits laitiers, on a deux problèmes. On a la caséine du lait, qui est une protéine, et on a le lactose, qui est du sucre. Donc c'est vrai que des gens qui ont un intestin complètement dysbiotique, quand ils vont prendre un produit laitier, eh bien, c'est surtout visible chez les autistes, il va y avoir cette caséine qui ne va pas être correctement dégradée dans l'intestin, parce que c'est là que les protéines sont dégradées, c'est dans l'intestin, c'est pas dans la bouche, ni un petit peu plus loin encore, bien sûr, dans l'intestin, mais pas dans l'intestin, pardon, je reprends. C'est dans l'estomac que les protéines vont être dégradées avant de continuer leur dégradation dans l'intestin. Et donc, cette protéine, cette caséine, comme le gluten, ce sont les deux qui sont des toxiques, enfin qui vont générer des toxiques, si vous voulez, dans la dégradation, vont poser un problème dans l'intestin. Donc, si ça n'est pas dégradé, cette caséine mal dégradée dans l'intestin va générer la production de toxiques, de neurotoxiques, dans cet intestin qui n'est plus intègre, qui est perméable, ces neurotoxiques vont monter au cerveau, et ce qui fait que le malade va avoir toutes sortes de manifestations. L'autiste, il va se taper la tête contre les murs, il va se donner des claques, il va tourner en rond, etc., parce que c'est un neurotoxique. Voilà. Donc on a ce problème-là, donc il faut absolument permettre de nouveau à la personne de redigérer. Donc on va apporter des enzymes, on va apporter de l'acide chlorhydrique, entre guillemets, hein, la bétaïne HCl dans l'estomac pour pouvoir réacidifier le milieu de l'estomac, pour pouvoir mieux digérer les protéines, de façon à ce qu'elles soient correctement dégradées. Mais dans un premier temps, on va supprimer bien évidemment les laitages à cause de cette caséine qui ne peut pas, dans un premier temps, être dégradée. Deuxième chose, c'est le lactose. Lactose égale sucre. Donc là, vous avez tout compris, on a un problème. Donc l'idée, c'est d'éliminer le lait, toute forme de laitage. C'est même pas une question de lait de vache ou de lait de brebis ou de quoi que ce soit, c'est éliminer totalement, supprimer totalement le lait pendant plusieurs mois, 3 mois, 6 mois, selon les cas, voire davantage. Et puis, de le reprendre sous forme... Pendant ce temps-là, on traite naturellement la personne, on traite l'intestin, on répare, on essaie de commencer à réparer la barrière intestinale, c'est plus ou moins long en fonction de l'état de chacun, c'est du cas par cas, on ne peut pas avoir le protocole établi une bonne fois pour toutes pour 8 milliards d'habitants, c'est pas possible. Et quand on commence à suspecter que l'intestin a déjà été un peu réparé, on va pouvoir réintroduire le lait, mais sous forme fermentée, c'est-à-dire les yaourts longue fermentation qui sont donc fermentés pendant 24 heures dans votre yaourtière ou éventuellement un thermos dans lequel vous avez fait votre préparation à base de lait yaourt, nature bio plus Déméter, voilà. Vous avez fait votre préparation, vous mettez dans votre yaourtière ou votre bouteille thermos, la bouteille thermos enroulée dans une couverture et mise dans un placard, donc ça va se garder en température et baisser tout doucement pendant 24 heures en température, donc vous aurez votre yaourt le lendemain qui sera parfait.
Si vous n'avez pas de yaourtière, ça marche très très bien. C'est pas la peine de se compliquer la tête avec des yaourtières qui coûtent très cher, qui sont de véritables Airbus. Aujourd'hui, il faut piloter les écrans et tout. Faisons simple. Et voilà. Et donc là, on va réintroduire les yaourts longue fermentation à raison d'une cuillerée à café. On regarde ce qui se passe. Est-ce que tout d'un coup la personne sent quelque chose, ça s'enflamme de partout ou pas? En fonction de la réponse du corps, qu'il faut écouter, observer et écouter, eh bien on saura si on peut continuer à augmenter la semaine suivante une deuxième cuillerée à café et puis une troisième cuillerée à café de semaine en semaine, ou si on va encore arrêter et reporter ça à 1 mois, 3 mois plus tard. Voilà. Ok, je crois qu'on va, à moins qu'il y ait une ultime, mais on devrait plutôt aller à la pause. Là, c'est toute petite. Tout petit. Vous parlez pas du petit lait. Le petit lait peut être intéressant également parce que ça va être une source très importante de probiotiques, mais c'est pareil, à réintroduire après une phase d'éviction. Mais vous avez raison, et ce petit lait, on peut l'utiliser également dans les lavements. Parce qu'on va du coup. Il a plus justement la caféine. Oui, absolument, absolument. Et vous pouvez l'utiliser dans les lavements pour rapporter des probiotiques vivants dans le côlon. Alors ça peut être tout à fait intéressant, vous avez tout à fait raison. Merci. Merci pour vos questions.